Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Après Mathieu Lacombe, après Jean Boulet, voilà que M. Legault se nomme lui-même ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Quelle a été la réaction des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue face à cette nomination? Alors, j'en discute avec le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest et qui représente les préfets également, M. Jacqueline-Bégin. Monsieur Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir de voir ça. Puis je le dis à chaque fois. Puis c'est vrai. C'est partagé. Ben, merci infiniment. Bon, Monsieur Jacqueline, la nomination de M. Legault, qui s'est nommé lui-même comme ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce que ça vous a surpris? Puis quand je parle de vous a surpris, je parle de vous, oui, mais des préfets, parce que vous êtes le porte-parole aussi des préfets. Est-ce que ça vous a surpris? Ben, lors du remaniement, on l'avait entendu, donc on le savait, pour le remaniement, que c'est là que M. Legault voulait aller. Mais oui, ça nous a surpris parce que notre revendication est bien simple, c'est qu'on veut avoir un ministre régional qui est issu de l'Abitibi-Témiscamingue pour être capable de bien expliquer nos réalités qu'on vit ici. Donc, peu importe, puis le message qu'on porte, c'est surtout qu'on veut plus jamais que ça arrive, ça. On veut toujours, il y a des gens assez compétents ici en Abitibi. Ah, sûrement, oui, sûrement. Pour occuper ça poste. Donc, quand on a su que c'était M. Legault, est-ce que ça nous a surpris? Oui, mais encore faut-il que M. Legault ait du temps à consacrer à l'Abitibi. Ouais, on va en venir à ça, justement, parce qu'avec tout ce qui s'en vient, on va en parler là, tantôt, là, mais effectivement, avec tout ce qui s'en vient, M. Legault, bientôt, va être à la grandeur de la province. Là. Puis, il n'y aura pas le choix. on le sait. On est à moins d'un an de l'élection. Et voilà, exactement. Puis, il y a le Saguenay aussi, Mme Laforêt, qui est partie, une partielle, ça, qui va être déclenchée. Oui. Fait que là, je l'avais ici comme sujet, mais on va en parler tout de suite. Avec Mme Laforêt qui est partie, qui se présente à la mairie de Saguenay. Là, il n'y a pas le choix de faire une partielle. La partielle qui devrait, à mon point de vue, probablement se passer de bonne heure au printemps ou à l'hiver. Et tout de suite après ça, on va s'embarquer dans une élection provinciale pour le mois d'octobre 2026. Ce que vraiment et franchement, M. Legault va avoir le temps de s'occuper de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous laisse y répondre. Ben, on sait qu'à un an des élections, toutes les partis politiques deviennent un gouvernement des régions. Donc ici... Oui, exactement. Donc, je vais prendre soin de vous autres. C'est automatique. Oui. Donc, on sait que M. Legault devra parcourir tout le Québec, là. Autant en Gaspésie qu'à Gatineau, qu'au Saguenay, qu'ici, en Abitibi-Témiscamingue. Le temps qu'il va y avoir à nous consacrer, on a hâte de le voir. La seule bonne nouvelle qu'on voit là-dedans, c'est la conseillère politique qui a été nommée par M. Legault, est une personne qui connaît très bien l'Abitibi-Témiscamingue, puis qui a une bonne écoute du premier ministre. Donc, on croit qu'on va être capable de discuter avec cette personne, à tout le moins pour faire valoir nos dossiers. Mais à un an des élections, il ne faut pas être dupe pour savoir qu'il va y avoir des annonces, mais il y a probablement peu de résultats. Puis... que ça ne devienne pas une habitude. J'aime que vous ayez dit ça, parce que qui connaît le mieux, qui connaît le plus ces dossiers de sa région, c'est le député de la région. Ou un des députés, parce qu'ici, il y en avait 3. Il y en a un qui a été mis dehors, l'autre qui est rendu en Estrie. Il reste Mme Blais. Mais si on se reporte à plusieurs mois passés, il y avait quand même 3 députés qui auraient pu être ministres régionaux. Mais nonobstant tout ça, on ne peut pas... J'ai beaucoup de difficultés à croire que d'un côté, que M. Legault dise c'est pas grave s'il ne vient pas de la région, j'ai quelqu'un qui va être là, qui va s'en occuper. Mais qu'en même temps, tout de suite après, il mentionne qu'il faut absolument qu'il y ait un ministre issu du Saguenay parce qu'il y a trop de projets importants là. Là, en quelque part, c'est là qu'on tombe abasourdi un peu. On dit, voyons, les raisons qu'on invoque sont justifiées.
Mhm. Oh, oui, Ce oui, qu'on oui, veut, oui. puis on le martèle, puis on va le marteler toujours. Il ne faut plus que ça arrive, ces événements-là. On ne peut pas se permettre en Abitibi-Témiscamingue, déjà que le parc nous sépare du reste du Québec, on dirait, qu'on puisse se passer de quelqu'un qui va vraiment aller expliquer, Défendre les défendre dossiers. nos vraies réalités qui n'ont pas idée souvent. Vous savez, l'Abitibi-Témiscamingue, là, dans les dernières années que j'ai vues, on était la région qui avait le plus beau taux de chômage au Canada. Donc, tous ces emplois-là sont dans des secteurs qui sont bien rémunérés Oui, pour minier, la plupart, puis etc. tout ça. Puis, C'est ça. fait que nous, on est tout le temps confrontés à de la main-d'œuvre. Donc, ça prend quelqu'un pour l'expliquer, ce qu'on vit, puis qu'on nous donne les moyens et les mesures nécessaires pour arriver à offrir des services aux citoyens. Chez les 5 préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce que, quand vous avez su ce que vous l'avez su avant de rencontrer M. Legault, vous le saviez même nous autres... Ben, c'était pas officiel. Non, mais on avait des sons de cloche. C'est Nous exact, autres c'est ici, là, moi, j'avais eu des échos bien fondés que M. Legault se nommerait ministre de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai dit, oh, pareil, il y en a qui suivent peut-être moins la politique, qui ont dit, hey, le premier ministre, bravo, bravo, on va avoir tout ce qu'il qu'on veut. Un instant, on en parlait. Est-ce que chez les 5 préfets, est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes dit, ben c'est un plus pour la région, ou ça vous a laissé comme un peu indifférent face à ça? Pas indifférent, mais un autre avantage que peut-être, c'est qu'un ministre n'aura pas à aller convaincre le premier ministre. Et voilà. Donc, c'est toujours ça. Quand ça arrive au Conseil des ministres, si la demande arrive au Conseil des ministres, là, on ose croire qu'il n'y aura pas des ministres qui vont se mettre contre le premier ministre. Ça ne devrait pas. Mais encore faut-il que ces demandes-là se rendent au Conseil des ministres. On sait que toutes les décisions se prennent là. Ah oui, c'est sûr. Oui. Donc, si nos demandes ne se rendent pas, s'ils bloquent avant, si M. Legault ne les apporte pas, ben c'est là qu'on va avoir un problème encore. Puis on ne saura pas encore qu'est-ce qui se passe au Conseil des ministres pour l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que je vois mal M. Legault prendre de son temps pour venir voir les dossiers, venir rencontrer les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, comme je l'ai dit tantôt, qui va préparer, parce qu'il y a une fin de session excessivement chargée. Après ça, il va rentrer après les fêtes avec une élection partielle. Oui, puis c'est la période. Puis, suite à ça, il va rentrer dans une campagne électorale où là, on va le voir partout. Je reviens encore toujours à ce point-là. Est-ce que vraiment M. Legault va avoir du temps à consacrer à l'Abitibi-Témiscamingue? Moi, je parle du temps par une présence physique en Abitibi-Témiscamingue. On lui a posé la question quand on l'a rencontré. On a eu une première rencontre avec lui. On voulait voir comment ça allait fonctionner. Le fonctionnement devrait être, comme je vous disais, avec la conseillère politique qui est attachée à notre dossier, à notre région plutôt. Vraiment, ça va bien aller. Maintenant, est-ce que M. Legault va venir régulièrement? On s'attend toujours à au moins un minimum d'une fois par mois de venir visiter sa région. Donc, c'est certain qu'il va venir parce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles à annoncer en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on s'attend à ce qu'il revienne quand même. Mais est-ce qu'il va revenir écouter nos besoins, nos réalités, les ramener? C'est là qu'on a un petit peu de doute. C'est là qu'on veut travailler pour essayer qu'au moins que ça se rende là. Donc, on verra là avec le temps. C'est un mot qu'on entend souvent, on verra. Mais... Quels sont les principaux dossiers que les 5 préfets veulent soumettre ou ont déjà soumis au ministre régional? Le service aux citoyens, toutes les infrastructures publiques. On a une région qui est étalée en étoiles. Et ça, on sent de la part du gouvernement une volonté de ramener ça un peu comme ailleurs, linéaire, tout ça. Mais nous, là, on a 5 territoires qui sont étoilés et on veut garder ce modèle-là, qui est très important pour l'Abitibi-Témiscamingue. On veut qu'il y ait des services sur les 5 territoires. Donc, ça, on lui a fait valoir cela. On a parlé aussi beaucoup des redditions de comptes. Des redditions de comptes à pu finir, chaque fois qu'il y a un programme qu'on peut appliquer, mais il y a toujours des redditions de comptes. C'est de plus en plus lourd. C'est incroyable. Donc là, ils ont annoncé que ça sera plus léger, tout ça. On verra dans les faits.
Et là, le gouvernement est parti sur des coupures au niveau de la fonction publique. Ça, Oui. tout le monde dira que quand il y a un fonctionnaire de moins, c'est le fun, mais ça reste que quand on est en Abitibi-Témiscamingue, on n'a pas le même staff Non. qu'ailleurs. Donc, exemple, en culture, si tu as 4 personnes, puis tu en coupes une, tu viens de faire mal en tabarouette. Là. Ouais. Et on l'a vécu, là. Et un autre exemple, c'est qu'on lui a parlé que les coupures qui sont faites de façon paramétrique, ça nous égorge en Abitibi-Témiscamingue. Dans les grandes régions, c'est pas pareil. Mais Exemple, chez nous, oui. C'est ça. Exemple, un ministère auquel on lui attribue 200 personnes. On appelle ça des ETC. Nous autres ici, à cause de la conjoncture et du taux de chômage qui est bas, ben, il peut y en avoir 150 qui travaillent. Fait que là, on a une perte de 250. Dans une autre région auquel il y a les 200 mêmes personnes, lui, il est comblé. Et là, le gouvernement annonce des coupures de 15 dans la fonction publique. Lui, il va être coupé de 30 et il va tomber à 170 pour rendre les services. Nous, on va être coupé de 20. Et là, on va être 130 pour rendre les mêmes services. Tu sais, on est tout le temps, ça fait plus mal encore. C'est tout le temps des... On ne peut pas prendre ça sur une base provinciale. Non. Absolument. Puis l'autre effet pervers qu'il y a, c'est que quand ça dure 2, 3, 4 ans, là, on s'aperçoit que le budget est trop gros pour le ministère parce qu'il ne réalise pas ce qu'il pourrait réaliser parce qu'il n'y a pas les employés. Et là, on diminue le budget. Et là, si on trouve du monde, on n'a pas les budgets. Donc, on reste tout le temps à la base. Et ça, il faut casser ça. Donc, c'est des éléments qu'on lui a apportés. Lui, quand on lui a parlé de notre étude, M. Legault prend l'étude plus, lui, comme au fédéral. C'est de la péréquation. Ça, nous autres, on génère, puis on la distribue. Mais dans la même phrase, il nous avoue qu'il y a eu un sous-financement dans les infrastructures publiques en Abitibi-Témiscamingue. Donc, mais pourquoi qu'on a fait l'étude? C'était pas juste pour faire une étude, c'était pour prouver qu'il n'y avait pas d'investissement public comparativement au privé. Exactement. Il y a 80 des investissements en Abitibi-Témiscamingue qui est fait par le privé, puis seulement 20 par le public. Le temps passe très vite, M. Bégin. Si je vous demandais vos premières impressions avec les 5 préfets aussi face à M. Legault, là, on vous voit sur une photo, vous êtes en face de M. Legault, puis il y a Mme Roy aussi, du 6 Abitibi-Témiscamingue. Dans une autre rencontre. Dans une autre rencontre. Quelle impression tout de suite là, que vous avez eue? Là? Est-ce que vous avez dit, oh, le premier ministre, il est arrogant ou il veut nous aider? C'est quoi là, l'impression? On va donner la chance au coureur, comme on dit, le temps va nous donner les réponses qu'on souhaite avoir. Mais c'est certain que M. Legault arrive avec un discours et ce discours-là, il le maintient. Partout où il se présente, il va maintenir le même discours. Ça nous a un petit peu déçus. Mais par contre, on souhaite que nos revendications qu'on fait se rendent à son oreille et qu'il y ait une écoute assez importante pour les apporter au Conseil des ministres puis nous donner des munitions pour être capable de rendre l'Abitibi-Témiscamingue attrayante puis donner des conditions à nos citoyens qui méritent autant que n'importe quel Québécois, Québécoise. M. Bégin, merci infiniment. Puis on va suivre ce dossier-là parce que c'est un dossier qui est extrêmement important. On a vu ce que M. Lacombe a fait. On n'en parlera pas. Il a été critiqué. Jean Boulet, selon ce que j'ai entendu, a fait de l'excellent travail comme ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est quelqu'un qui a une excellente écoute. Oui, exactement. Quand même assez il s'est déplacé beaucoup pour venir en région. Mais les résultats sont les mêmes pour les trois pour le moment. On n'a pas de résultats. Et voilà. Il a dit. Monsieur Bégin, merci infiniment. On va sûrement se revoir parce que, comme je disais, on va suivre ce dossier-là de très, très près. Merci de votre présence à cette émission. Merci beaucoup, M. Lagasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. On parle du Pilier qui a tenu sa 22e édition de la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral du 15 au 21 octobre dernier. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Isabelle Rousseau. Mme Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est un plaisir de vous recevoir parce que le traumatisme crânien, c'est quand même, c'est beaucoup, ça demande beaucoup également. Puis moi, si je vous demandais en tout premier lieu, quel est le but
d'une semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral qui s'est tenue dernièrement. On est le 21 octobre, alors ça se termine Ce soir. ce soir. Oui, exactement. Mais c'est déjà la 22e édition. J'aurais pas pensé que déjà vous étiez rendu à 22 éditions. Oui, 22 éditions cette année, 22e édition. Le but de cette semaine-là, c'est vraiment de sensibiliser les gens au traumatisme crânien, de faire de la prévention, la promotion aussi des gens qui en ont subi un, de savoir quelles sont les conséquences de ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme aspect sur la vie en général, qu'est-ce que ça change dans leur vie. Fait que c'est très important de faire ce mouvement-là de sensibilisation-là. Est-ce que vous trouvez que la population en général est sensibilisée ou il y a beaucoup de travail à faire? Oh, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on compte quand même 13 000 nouveaux cas de traumatisme crânien par année dans le Québec au complet. Tant que ça? Oui, puis nous, en Abitibi, on dessert environ 4 000 personnes qu'on aide, juste en Abitibi-Témiscamingue. On dirait jamais ça. Parce que il me semble que, pour ça que je vous donne du temps d'antenne, puis je vais vous en donner encore aussi, si vous en voulez d'autres, il n'y a pas de problème. Parce que il me semble que le pilier, on en entend pas beaucoup parler. Est-ce que je me trompe ou bien non? Si c'est plus parlé dans le secteur Rouyn-Noranda, moins parlé en Abitibi-Ouest ou vice-versa, je ne sais pas comment interpréter ça. En fait, nous, on dessert plusieurs secteurs, le pilier à travers l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Il y a un bureau à Rouyn-Noranda, un bureau à Val-d'Or, un bureau à Amos, un à Lassar et un au Témiscamingue. Ça veut dire que chaque coin est couvert. Exactement. Donc, on dessert une population. Nous, on donne environ plus de 5 500 services directs aux membres TCC et à leurs proches par année. Mais ce sont toutes des choses que, il me semble que on a. Je reviens encore sur ça, qu'on n'entend pas, il me semble, assez parler. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous, on est chapeauté par une grande organisation qui s'appelle Connexion TCC. Puis cette organisation-là chapeaute 13 organismes comme le nôtre. Puis c'est à travers eux aussi qu'on fait la promotion de la Semaine québécoise du traumatisme crânien. Puis eux, ils chapeautent toutes les régions, là. Ça part de Montréal jusqu'à Québec, jusqu'en Beauce. C'est partout au Québec, là. Parce que j'ai ici, dans mes notes, qu'on dit que plus de 4000 personnes victimes d'un TCC modéré ou grave. C'est beaucoup. C'est un très grand nombre. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher la prévention. Il ne faut pas lâcher de sensibiliser les gens à ce que c'est le traumatisme crânien. Puis, à travers tout ça, j'aimerais qu'on revienne sur le rôle principal du pilier. En fait, la mission du pilier, c'est vraiment de promouvoir et développer des services d'aide aux personnes qui ont subi un TCC et à leurs familles et leurs proches. OK. Puis tout ça à travers, évidemment, l'Abitibi-Témiscamingue. Les personnes qui auraient à vous contacter ou qui, pour quelque raison que ce soit, il y a des bureaux, comme vous avez dit, à 5 endroits. Oui, exactement. Dans l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Fait que c'est quand même... On est très accessible. On a un site web, on a un site Facebook, on a une page Instagram. On est très rejoignable. Les numéros sont partout. C'est facile de nous rejoindre. Puis il y a un intervenant qui va répondre dans un court délai. On n'en a pas parlé avant, mais je me risque à vous poser cette question-là, Mme Rousseau, et libre à vous aussi, parce que vous n'êtes pas médecin, là. Non, c'est ça. Je suis intervenante. Intervenante, exactement. Mais quand on parle d'un traumatisme modéré ou grave? En fait, pour le traumatisme crânien, il y a 3 niveaux. Okay. Il y a le léger, le modéré et le sévère. Nous, on dessert le modéré et le sévère. Pour que le traumatisme soit nommé modéré, il faut qu'il y ait eu une perte de conscience. Il faut qu'il y ait eu un moment de perte de conscience. Le coup est assez fort pour donner un court-circuit au cerveau complet puis que le cerveau s'éteigne pour quelques secondes. Oh mon Dieu, OK. Puis pour le traumatisme crânien grave, nous, on a beaucoup d'accidentés de la route au pilier. Et souvent, c'est des semaines de coma. Donc, l'impact est tellement important au niveau du cerveau, ça frappe tellement fort à l'intérieur de la boîte crânienne que le coma s'ensuit. Le cerveau a besoin de se mettre complètement au repos pour pouvoir récupérer de ce
de ce traumatisme-là. Ce choc. Puis, dans le cas des modérés graves, ben, malheureusement, ils gardent des séquelles de ça qui sont permanentes. Ça veut dire que chaque coup reçu, ce n'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Exactement. Dépendamment de la zone du cerveau qui a frappé. C'est pour ça que tous les traumatisés crâniens sont différents. Ils ont quand même beaucoup de similarités entre eux. Ils vivent tous les mêmes défis. Beaucoup de troubles de mémoire, de fatigabilité, beaucoup de problèmes de concentration, la labilité émotionnelle aussi qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est assez généralisé. Mais pour ce qui est de plus précisément, ben, il y en a qui restent avec des atteintes au niveau des membres, que les membres cessent de fonctionner, ou il y en a qui sont en fauteuil roulant, qui seront plus jamais capables de marcher suite à leur accident. Il y en a qui perdent la vue, il y en a qui perdent le goût, l'odorat. Mon Dieu. Fait que ça peut être très, très varié d'une personne à l'autre, oui. Et le coma, est-ce que le coma peut durer longtemps? Ben, j'ai une de mes membres que son coma a duré 4 mois et demi. Eh mon Dieu. Mais c'est variable de chaque personne. Fait que ça veut dire qu'on va prendre ce cas-là, Oui. 4 mois et demi, lorsque la personne revient. C'est une rééducation complète. Et voilà, c'est ça là, ce à quoi je voulais en venir. Là. C'est comme une personne qui vient au monde. Là. On a exactement. tout à lui On a montrer. tout à réapprendre. Oui, exactement. Fait que la personne qui sort du coma après, comme on dit, 4 mois et demi, elle arrive dans le monde. Exactement. Puis c'est la même chose pour les gens qui ont 2 semaines ou 2 mois ou 3 mois de coma. Ils ont beaucoup de choses à réapprendre. Le langage, calculer, la mémoire, réapprendre à marcher même ou à se déplacer. C'est quand même beaucoup de conséquences. Ouais. Je comprends. Fait que c'est là que les piliers entrent en ligne de compte. Exactement. Un coup que la réadaptation est terminée, nous, on vient pour aider à garder ces acquis-là, pour les faire cheminer. J'ai une des intervenantes de Rouyn-Noranda, Samantha Bello. Elle a fait de la réinsertion sociale. Fait qu'elle amène les membres faire des activités en réinsertion sociale pour les refamiliariser avec le monde du travail ou le monde public un peu plus social. On fait des activités régulièrement. Là. On offre quand même plus de 260 activités à nos membres par année. C'est beaucoup. Dans chaque secteur. Oui. Moi, j'organise personnellement à Amos 3 activités par semaine. Par semaine? Par semaine, oui. Et mon Dieu, pour les aider à briser l'isolement, pour faire des cuisines collectives. Mais ces personnes-là là, qui sont traumatisées, là, est-ce qu'ils retournent à la maison? Ou bien non? Moi, pour la plupart de mes clients, ils sont tous à la maison. C'est tous des gens qui sont autonomes dans leur milieu de vie. Ah, OK. Mais qui ont besoin de certains conseils, certaines rencontres individuelles avec moi pour aider à maintenir leurs acquis. Puis les activités, bien ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Là. Ils viennent, on cuisine ensemble, on sort, on fait des activités à l'extérieur. On essaye de maintenir un niveau de vie le contact social. Oui, parce que la plupart, ils ne peuvent plus travailler non plus. Non. Fait qu'ils vivent de l'isolement par la bande. Mon Dieu. Moi, je vous demandais la principale cause d'un traumatisme. Parce que vous êtes dans le domaine, là, c'est sûr, mais c'est quoi le principal accident? Oui, accident de la route. Accident de la route? On a des accidents du travail aussi, évidemment. Oui. Mais tout coup porté à la tête qui est assez sévère, ça pourrait être même de la violence conjugale, ça pourrait être un accident bête, on s'enfarge, on tombe sur la tête, puis on a un traumatisme crânien. Fait qu'il faut faire attention à sa tête. Oui, on ne peut pas toujours on fait beaucoup un casque de sécurité. Non, c'est ça. On fait beaucoup de promotions au niveau des sports aussi, les sports de contact, c'est important. On fait des conférences dans les écoles aussi pour sensibiliser les jeunes à porter leur casque en vélo, à porter leur équipement sportif adéquatement. Oui. Fait que ça, c'est important aussi pour éviter dans la prévention. C'est très important. On en voit beaucoup aujourd'hui. Je dirais peut-être 9 personnes sur 10 en vélo en casque de sécurité. Oui, mais il y a le 1 petit % qui reste. Hein? C'est lui. C'est sur celui-là qu'il faut travailler, oui. Vous avez effleuré juste un petit passage. J'aimerais revenir, si vous me permettez, Mme Rousseau. Violence conjugale. On n'ira pas dans les détails. Miss Max, c'est dans les causes. Bien, comme je vous dis, un bon coup à la tête, une bagarre avec qui il y a quelqu'un en puissance, ça se peut, oui. Et quand on est rendu là, c'est...
Si je vous demandais, et que j'avais une note ici, il n'y a pas de distinction d'âge ni de sexe. Non. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Fait que même moi, je suis pas à l'abri de sortir d'ici, de prendre ma voiture puis d'avoir un accident puis que ça m'arrive, tu sais. Faut toujours être conscient des risques, mais il faut être prudent à la base. Une question comme ça, Mme Rousseau. Est-ce que les personnes âgées ont plus de difficultés de réinsertion à la société que d'une personne d'une vingtaine d'années Moi, je vous environ? dirais que oui, parce que les personnes âgées, ils ont beaucoup plus de risques de chute à la base, Oui. des problèmes de mobilité. Puis des fois, le fait de chuter, d'aller à l'hôpital, d'être alité pendant un certain moment, eux, pour la réadaptation, c'est d'autant plus compliqué, là. Une personne de 80 ans et plus ou 75 ans et plus qui se retrouve alité pendant une certaine période de temps, il va perdre beaucoup, beaucoup d'autonomie. Hein. C'est pas long, là. Vous avez un travail réellement valorisant, oui, parce qu'il y a sûrement de bons résultats, mais il y a peut-être de moins bons résultats aussi. Ça vous déprime quand vous voyez ça? C'est pas que c'est déprimant, mais c'est sûr que le traumatisme crânien amène un vieillissement du cerveau qui est très prématuré. OK. Donc, oui, ces gens-là, ils vont se retrouver plus tard à être placés en CHSLD ou en hébergement supervisé ou des choses comme ça. Fait que oui, c'est triste de voir des jeunes personnes qui ont un vieillissement prématuré de leurs conditions puis qui sont obligés d'être placés. C'est C'est vraiment triste. pas drôle. Ici, on dit que le pilier existe en Abitibi-Témiscamingue depuis le 12 novembre 1996. Exactement. On va fêter notre 30e Eh oui. l'an prochain, en 2026. OK. C'est quand même... c'est bien. Puis, si des personnes qui prennent cette émission-là auraient soit des questions ou auraient besoin d'aide, parce que ce sont des choses possibles Effectivement. encore aujourd'hui, auraient besoin d'aide, ils peuvent vous rejoindre à quel endroit? Ils peuvent nous rejoindre au bureau du pilier principal qui est à Rouyn-Noranda. OK. Le numéro de téléphone 819-917-5487. OK. Sinon, il y a toujours notre site Internet, Le Pilier. Vous allez pouvoir le consulter facilement. Là, cherchez une petite recherche Google, Le Pilier. OK. Puis sinon, ben, vous avez une page Facebook qui est facile d'accès aussi, ainsi qu'une page Instagram qui est très facile aussi. Madame Rousseau, merci infiniment. Ce fut très intéressant et on vous souhaite tout le succès possible avec ces personnes-là. Ces personnes-là ont besoin de vivre comme n'importe quelle autre Effectivement. personne. Merci à vous, M. Lacasse, de m'avoir Ça me reçu. fait bien plaisir. Puis si vous avez autre chose, je suis très disponible. Ne vous en gênez pas. Puis vous aurez toujours une place ici. Alors, je vous félicite et continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.